Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question centrale dans le monde de l'éducation. Comment fait-on pour vraiment capter l'attention? On sait bien que sans cette attention, même le cours le plus passionnant risque de tomber à plat. Voilà le cœur du problème. Comment transformer une salle de classe où l'écoute est passive en un véritable espace d'apprentissage, un lieu vivant, interactif? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par l'art de capter l'attention en général. Ensuite, on verra comment maîtriser sa propre présence physique, puis comment créer un lien personnel. On enchaînera sur les techniques pour animer le contenu. Et enfin, on verra comment tout ça transforme l'apprentissage sur le long terme. Bon, le point de départ, il est assez simple en fait. L'efficacité d'un cours, elle dépend vraiment de la capacité de l'enseignant à innover, à stimuler, bref, à captiver son public. Et tout, absolument tout, commence par les mots. Pour que les idées passent, il faut un langage simple, accessible. C'est le socle, la fondation sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste. Sans ça, c'est mission impossible. Ok, passons à la première partie de notre boîte à outils. Là, on va parler du non-verbal, de tous ces instruments qu'un enseignant peut utiliser pour juste être là, pour imposer une présence forte avant même d'avoir prononcé un seul mot sur le sujet du jour. Cette présence, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, le regard, c'est ce qui crée la connexion. Ensuite, la voix, qui va permettre de moduler l'énergie dans la pièce. Et enfin, le mouvement, qui vient dynamiser l'espace. Ce sont vraiment les outils physiques de l'engagement. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire un regard qui se promène, qui inclut tout le monde, personne n'est laissé de côté. Ça veut dire une voix qui n'est jamais monotone. Ces variations, ces intonations, c'est ça qui réveille l'écoute. Ça veut dire aussi bouger, changer de place pour casser la routine. Et un point essentiel, éviter les petites distractions parasites pour que toute l'énergie reste concentrée sur le message principal. Allez, on continue. Deuxième partie de la boîte à outils. La présence est installée, c'est bien. Mais maintenant, comment on fait pour construire un environnement où tout le monde se sent en sécurité, reconnu et surtout prêt à oser participer? Voilà une chose toute simple, mais tellement fondamentale. Appeler les gens par leur prénom. Ce n'est pas juste un détail, non. C'est un geste incroyablement puissant. Ça crée un sentiment de reconnaissance, de sécurité, et ça encourage à prendre la parole bien plus activement. La façon de gérer les erreurs est tout aussi cruciale. Si on ignore une erreur, ou pire, si on la sanctionne, on crée de la peur. C'est mécanique. En revanche, si on l'utilise comme un tremplin, comme un moment d'apprentissage, là ça change tout. Ça motive, ça tire l'attention sur le processus, et ça transforme une simple faute en une leçon précieuse pour tout le groupe. On arrive maintenant à la dernière partie de notre boîte à outils. La présence est là, la connexion est établie. Parfait. Maintenant, comment rendre le contenu, le contenu lui-même, absolument fascinant? Comment on allume pour de bon cette fameuse étincelle de la curiosité? Pour y arriver, il y a 4 stratégies qui sortent vraiment du lot. Premièrement, raconter des histoires. Deuxièmement, poser des questions totalement inattendues. Troisièmement, fuir la routine comme la peste. Et enfin, instiller une dose d'excitation, voire de mystère. Ces techniques, elles transforment une simple transmission d'informations en une véritable aventure intellectuelle. Le style narratif, c'est quoi au juste? C'est tout simplement l'art d'utiliser des récits, des anecdotes personnelles, pour donner corps à des concepts qui pourraient sembler abstraits. Une bonne histoire, ça ne rend pas seulement l'information plus sympa à écouter, ça la rend surtout beaucoup plus facile à retenir. Ah, le pouvoir d'une question surprenante, il ne faut jamais le sous-estimer. Quand on pose une question à laquelle personne ne s'attend, on force le cerveau à se réveiller, à sortir de son mode passif. Il doit réfléchir, analyser et s'engager activement pour trouver la réponse. C'est un test de concentration redoutable. Ce graphique, il est très parlant. Une routine fixe, prévisible, et hop, l'engagement s'effondre. C'est inévitable. Par contre, dès qu'on se met à varier les approches, à surprendre un peu, la curiosité grimpe en flèche. Et si on ajoute par-dessus une petite touche d'excitation ou de mystère, alors là, on peut atteindre de vrais sommets d'attention. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui se passe quand on combine toutes ces méthodes? On ne fait pas qu'améliorer un cours ponctuellement. Non, on crée un processus d'apprentissage qui est plus profond, plus efficace et surtout qui va durer dans le temps. S'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est bien celle-ci. L'attention en classe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger, ce n'est pas un dû. C'est le résultat d'un travail, d'un effort intentionnel. C'est un environnement qu'on cultive patiemment pour permettre à la concentration de s'épanouir. Tout ça nous laisse donc avec une question ouverte. Parmi tous ces outils qu'on a vus, du regard à la narration, en passant par la gestion de l'erreur, lequel finalement a le plus grand potentiel pour vraiment changer la dynamique d'une classe, et ce, dès demain? La réflexion est lancée.